Merci pour cette invitation. Ça m'aurait fait plaisir effectivement qu'on soit tous ensemble en présentiel, mais ça n'était pas possible. Donc c'est pas très très grave. Moi, je vais parler en fait vraiment des organoïdes cardiaques dans cette présentation. Juste un point au début pour vous préciser que je parlerai d'une collaboration qu'on a avec une petite société, une start-up parisienne qui s'appelle 4DCL. Je n'ai pas d'intérêt direct, mais je le précise. Alors, l'idée, c'est de vous présenter en 4 temps comment on définit les organoïdes, pourquoi on en a besoin particulièrement dans le monde cardiovasculaire. Je vais passer quand même plus de temps à vous montrer les différents modèles qui sont développés chez moi et ailleurs, donc chez moi au parc, à l'hôpital Pompidou. Comme l'a dit Patrice, je suis un ancien de la Pitié, mais maintenant transféré sur le côté ouest de Paris. Et puis, les applications futures et actuelles de ces modèles. Alors, la première chose, et ça, je pense que peut-être, comme tu disais, vous avez une série, donc je pense que tout le monde va vous dire un peu la même chose. Il y a un grand débat autour de, déjà, qu'est-ce que c'est l'organoïde. Et je vais en parler un tout petit peu parce que dans le domaine cardiovasculaire, c'est pas évident. Parce que vous verrez que dans beaucoup de domaines, l'organoïde est finalement une structure de naissance spontanée qui va mimer l'organe avec différents types cellulaires et différentes fonctions. Vous verrez que dans le domaine cardiaque, c'est un petit peu différent parce qu'il y a un problème d'architecture qui vient se mettre. Et finalement, la naissance spontanée de ces organoïdes cardiaques n'est pas très simple. Donc, on est plutôt sur une structure multicellulaire qui peut reproduire au moins une fonction d'organe. Donc, finalement, c'est toujours l'éternel problème entre une vision un petit peu simple ou simpliste, c'est-à-dire que les gens qui font de la physiologie trouvent que quand on fait des organoïdes cardiaques, on est des gens vraiment très, très simplistes. Et puis, à l'inverse, les gens de la biologie trouvent que on en fait beaucoup avec nos cellules. Donc, c'est toujours un débat entre la complexité et la faisabilité. Et puis, il y a bien entendu, en fait, un deuxième challenge qui est de compléter l'organe vivant. Et à l'heure actuelle, vous le savez sans doute, dans le domaine cardiovasculaire, on est quand même en gros, on tourne autour de 3 modèles précliniques, essentiellement la souris, un peu le cochon et la brebis. Je dis un peu parce qu'en fait, ce seraient les modèles idéaux, mais bien sûr, ils sont beaucoup plus chers. Mais on est un peu limité en termes d'accessibilité au tissu humain. Alors, vous savez, donc là, je vais aller rapidement, qu'il y a de toute façon un intérêt à pouvoir développer des modèles humains pour pouvoir faire de la recherche, et y compris au niveau cardiovasculaire. Le transfert des découvertes de l'animal vers l'homme sont pas toujours très simples. Vous voyez, c'était des données qui avaient été mises à disposition par un certain nombre d'industriels sur la reproductibilité et le transfert en termes de cibles thérapeutiques de l'animal vers l'homme. Et puis, vous savez aussi que la Commission européenne pousse pour avoir, au fur et à mesure, des modèles de plus en plus animal-free, on va dire. Et donc, il faut qu'on s'investisse sur d'autres types de modèles. Alors, dernière diapositive générale pour vous. Donc, je fais partie d'un groupe de travail à Visan, dont vous avez probablement entendu parler. J'ai emprunté cette diapositive qui avait fait un état des lieux un peu de l'ensemble des organoïdes développés dans différents laboratoires. Alors, vous voyez que le cardiovasculaire, c'est à peu près 10% des modèles. Bien sûr, c'est pas finalement, ça intéresse bien sûr tous les types d'organes. Mais donc, on peut se demander, vous voyez, c'est vascularized system, c'est pas exactement cardiaque. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en termes de cardiaque. Alors, pour faire un organoïde, c'est toujours 3 choses. Il faut une source cellulaire. Il faut une architecture, le scaffold, et puis il faut pouvoir nourrir l'intégralité de ce système. En termes de sources cellulaires, vraiment quelque chose qui a beaucoup transformé, que je vais développer au début, c'est pour les cardiologues, c'est l'arrivée de la possibilité d'avoir des cardiomyocytes dérivés de cellules souches pluripotentes induites. On faisait déjà un petit peu au milieu des années 2000, et donc moi c'est ce que j'ai fait quand parti un certain nombre d'années aux États-Unis, on utilisait des modèles dérivés de cellules souches embryonnaires, mais bien entendu, on avait un nombre de lignées limité, ça posait un certain nombre de considérations éthiques diverses, et donc l'arrivée de ces cellules souches pluripotentes induites ont énormément libéré le champ, puisque enfin on pouvait accéder à du cardiomyocyte humain. Deuxième chose que je vous montrerai, c'est comment ces cellules, c'est bien, mais la connexion avec en fait le bioengineering et l'impression 3D est un élément aussi majeur de façon à pouvoir faire un certain nombre de formes
notamment cardiaques. Et puis, on verra très rapidement à la fin les développements qui sont faits là pour le coup plutôt par des industriels sur des parties de bioréacteurs pour monter ça en gamme. Bien entendu, dans le laboratoire, on est sur des versions un peu artisanales. On n'est pas sur des versions industrielles. Alors donc, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec Shinya Yamanaka à Kyoto, qui est celui qui a été prix Nobel en 2012 et qui a trouvé les facteurs de reprogrammation de cellules adultes en cellules iPS. Vous savez qu'elles ont toutes les caractéristiques des cellules souches embryonnaires. Et donc, ce qui nous intéresse énormément, c'est leur capacité à pouvoir s'auto-renouveler. Ça nous permet d'avoir des lignées cellulaires stables au laboratoire et donc pas avoir de l'isolat à chaque fois qu'on doit retravailler. Et puis, ce qui va nous intéresser, donc, moi, j'ai finalement appris il y a une dizaine d'années que j'étais cardiologue, mais j'étais aussi mésodermologue finalement, puisque je m'intéressais au mésoderme et à la naissance du muscle cardiaque, qui est donc l'une des dérivations qu'on peut faire ici de ces cellules souches. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. La problématique qu'on a, c'est que le cardiomyocyte, c'est une structure qui est compliquée, complexe, parce que très organisée, je vais vous le montrer dans un instant. Et quand on commence avec ces cellules souches pluripotentes induites, on sait depuis une dizaine d'années qu'on est capable de former avec un certain nombre de cocktails et de protocoles des cardiomyocytes de manière assez efficiente. Mais, et c'est un grand débat à l'heure actuelle dans le domaine, c'est quelle est la qualité de ces cardiomyocytes humains qu'on obtient, et ils sont dits souvent immatures, même si moi, personnellement, j'aime pas beaucoup ce terme parce que je ne sais pas bien ce qu'est la maturité. Un cardiomyocyte humain, il se remodèle avec le temps, avec les maladies, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on comprend bien qu'effectivement, il y a un souci de pouvoir s'approcher au maximum, et ça va être le but de le faire dans les organoïdes, de la cellule telle que présente dans l'organe primitif humain. Et il y a donc un certain nombre de techniques de maturation qui ont été proposées, qui ne sont pas forcément toutes liées à de l'organoïde. Certaines sont souvent d'ailleurs biochimiques ou moléculaires, mais un certain nombre vont être basées sur la connexion de ce type de cellules avec des techniques d'architecture et donc de mise en place de bioingénierie qui vont permettre de mimer l'organisation qu'on retrouve au niveau du cœur humain. Alors souvent, et donc c'est un point important, c'est donc à partir de maintenant, je vais souvent plus vraiment parler que de cardiomyocytes, mais de structures multicellulaires qui sont souvent en fait finalement la conjonction de ces cellules, cardiomyocytes, avec des cellules support qui vont être essentiellement du fibroblast. On parlera un tout petit peu de cellules endothéliales, c'est un peu plus compliqué à l'heure actuelle. Et puis des matrices qui vont être essentiellement basées sur du collagène ou du matrigène. Et vous voyez que c'est ce que j'essaie de représenter ici. Les diapositives de toute façon seront mises à disposition. Il y a tout un premier jeu d'équilibre et de savant dosage entre le nombre de cellules qu'on met, l'ensemble de la matrice, de façon à pouvoir former ces tissus. Mais d'une manière générale, et je vous le montrerai au fur et à mesure, tous ces tissus, pour des raisons qu'on ignore un peu, lorsqu'on met en fait ces éléments ensemble et lorsqu'on utilise ces techniques de bioingénierie, eh bien, ces tissus vont se former assez spontanément et former un certain nombre de structures qui vont se mettre à battre et à donc nous fournir un organoïde, c'est-à-dire quelque chose qui va au moins reproduire une des fonctions du cœur, notamment sa contractilité. Alors, la première chose, c'est on va passer à la cellule. Donc là, ici, c'est pas des cardiomyocytes dérivés d'IPS, c'est des cardiomyocytes isolés, non pas d'hommes, mais de souris, de cœur de souris, juste pour vous rappeler qu'en fait, c'est une structure très particulière avec, vous voyez, des cellules. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la passe sur l'écran. Si, oui. Oui, vous la voyez, donc très bien. Vous voyez que c'est une structure en fait qui est vraiment très rectangulaire, en bâtonnet. Et lorsqu'on fait un certain nombre de marquages sur les structures ou du sarcomère ou des myofilaments, vous voyez qu'on a une organisation striée qui est très très nette ici, qui est très jolie, avec une cellule qui est binucléée et qui est organisée autour de myofilaments de façon en fait à faire des rails qui vont être la base de la contraction, c'est-à-dire que la contractilité ne peut pas se développer si on a des vecteurs de contractilité qui partent dans tous les sens. Il faut forcément que ce soit orienté sur une direction de façon à pouvoir avoir une contraction compétente. Et donc, il y a tout un premier débat qui est de réussir à remimer ça et à refaire ça. Alors, lorsqu'on a ces cellules de type cellules souches pluripotentes induites, comme je vous l'ai dit, on est capable de les dériver, mais souvent on se retrouve, et c'est ce qui est représenté ici en bas, avec des cardiomyocytes immatures, avec des formes pas vraiment embâtonnées et pas vraiment striées, avec une organisation
de l'ensemble de l'appareil contractile de cette manière-là. Alors voilà, on a essayé beaucoup de travailler là-dessus avec une de mes brillantes ingénieures qui est Charlène Jouve, et en collaboration donc avec ces startups que je vous mentionnais qui s'appelle 4DC, qui est parisienne, de façon à pouvoir en fait avoir des substrats de culture de ces cellules qui remiment l'anisotropie, c'est-à-dire l'orientation en fait en fibres musculaires, de façon et en fait en alternant des composés répulsifs pour les cellules et des composés attracteurs pour les cellules. Donc vous allez avoir, vous voyez, c'est ici représenté en section, des composés, donc là il s'appelle le PMOXA, qui est quelque chose qui repousse en fait la cellule ne peut pas se développer sur ce substrat-là, qui va faire à peu près 60 microns, et puis on va avoir des travées en fait d'à peu près 30 microns, où là on va avoir quelque chose qui est fait à base de fibronectine et qui va pouvoir en fait accepter la cellule. Quel est l'intérêt de faire ça? Si vous voyez, on a ici donc un premier dessin, donc on pourrait dessiner en fait ce qu'on veut. Hein. On s'est amusé, je vais pas vous mentir, à faire une tour Eiffel ou des choses comme ça pour regarder si ça marchait, et ça marche, mais c'est pas très intéressant en termes de recherche. Donc en fait, ici vous voyez qu'on a des travées, on a fait des lignes tout simplement de façon à améliorer en fait cette organisation. Et au lieu d'avoir ce tapis cellulaire de cardiomyocytes qui partent dans tous les sens, comme vous pouvez le voir ici à gauche, vous commencez à avoir des fibres qui vont en fait faire des connexions et battre spontanément comme des microfibres tissulaires humaines. Et alors lorsqu'on fait, vous voyez en fait maintenant, on repart en microscopie, on regarde, vous voyez qu'on arrive à quelque chose. Donc à droite, c'est ce que tout le monde a d'une manière générale quand on laisse faire la cellule de manière spontanée. Vous voyez bien que c'est strié, mais ça part un peu dans toutes les directions sur quelque chose qui forcément une cellule qui va s'étendre en multidirectionnel, elle n'est pas contrainte. Alors vous voyez ici, on arrive à retrouver cette forme en bâtonnet quasi rectangulaire, quasi parfaite ici, avec une striation qui va être orientée selon le gradient et des connexions qui vont se faire aussi au fur et à mesure entre cellules. Alors, on est au tout début ici de l'organoïde, mais ça nous permet déjà d'avoir un modèle qui nous permet en fait de se rapprocher d'une organisation plus proche de la cellule d'origine du cardiomyocyte. Et puis, et c'est ce qu'on a montré là, donc ça c'est en voie de publication, ça permet aussi une amélioration très nette de l'ensemble des capacités métaboliques de nos cardiomyocytes. Alors ça améliore la respiration mitochondriale, ça améliore la respiration basale, ça améliore la production d'ATP, ça diminue la fonction glycolytique qui est typique de ces cellules cardiomyocytaires immatures. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'énergie parce que là, ce serait un petit peu trop long, mais en fait, il va shifter d'une utilisation du glucose vers les acides gras. C'est ça qui fait sa caractéristique. Et vous voyez que c'est ça qu'on réussit à obtenir là. Alors, pourquoi c'est intéressant, par exemple, de faire ça? C'est que il y a toute une grande mode, mouvement à l'heure actuelle pour traiter l'insuffisance cardiaque par le biais de traitements métaboliques et d'amélioration du métabolisme énergétique. On pense par exemple que les nouveaux traitements de type glyphosine, comme la dapagliflozine ou l'empagliflozine, ces inhibiteurs de SGLT2, vous savez, ont été développés comme des antidiabétiques, dont des caractéristiques et des effets très intéressants au niveau de l'insuffisance cardiaque, même bien plus que dans le diabète, et dont on ne sait pas très bien finalement le mécanisme, et dont on pense qu'il est en grande partie lié à une régulation du métabolisme énergétique du cardiomyocyte. Donc, être capable d'utiliser ça, vous voyez que c'est excessivement intéressant de pouvoir s'en rapprocher. Donc, voilà un premier exemple de modèle pour pouvoir avoir quelque chose de plus proche de l'organe cardiaque humain. Alors maintenant, donc là, on est vraiment dans le b.a.-ba du tissu, c'est-à-dire qu'on a fait un petit peu, vous voyez, comme ces couches ici, qu'on a organisées en travées. Est-ce qu'on peut aller plus loin et donc aller vers des structures un petit peu plus compliquées? Et c'est ce que je vais vous démontrer. Donc on va faire 3 exemples, l'un en monocouche, le deuxième en petite fibre qui est accroché à deux petits ancrages ici, et on va voir si on peut aller jusqu'à la chambre. Alors, premièrement, des monocouches. Voici ici un papier qui a été fait par un collègue de Haïfa qui s'appelle Jörg Epstein, très intéressant, où lui, il s'intéressait moins à la contractilité qu'aux arythmies cardiaques. Et dans ce modèle, il est reparti toujours de cellules souches pluripotentes induites dérivées en cardiomyocytes. Mais au lieu de les organiser, les analyser de cellule à cellule, il a essayé de les organiser sous des formes de monofeuillets de cellules, de façon à pouvoir étudier les interactions et les anomalies potentielles des interactions de cellule à cellule. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un certain nombre d'arythmies cardiaques sont développées
lorsque l'influx électrique, lorsqu'il traverse le tissu cardiaque, ne se fait plus de manière homogène et lorsqu'il est bloqué, pardon, excusez-moi, lorsqu'il est bloqué, vous voyez comme c'est représenté ici avec ce petit paquet bleu, eh bien on peut avoir des phénomènes de réentrée et ces réentrées sont des phénomènes qui vont développer des arythmies ventriculaires éventuellement létales. Comment on fait pour mimer ça et pour étudier ça? Jusqu'à présent, on était bien embêté parce que vous voyez que c'est pas très facile de réussir à être vraiment dans l'analyse d'une anomalie de la conduction de cellule à cellule d'un influx électrique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ici une très belle étude publiée l'année dernière où ils ont commencé avec une famille de personnes atteintes d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie avec QT court. Ce QT court, donc sur la repolarisation, il est lié en fait à une mutation activatrice de canaux potassiques qui code pour ce qu'on appelle le canal ERG, donc le gène c'est KCNH2. Donc ce canal potassique, c'est celui qui est responsable de la repolarisation pour que le cardiomyocyte revienne à son état de base. Souvent, on entend parler du QT long congénital, c'est-à-dire en fait des maladies qui cassent et qui sont des pertes de fonction de ce canal. Ici, c'est un gain de fonction. Et lorsqu'on a un gain de fonction, on a des QT courts. Et comme le QT est court, ça favorise les réentrées. Alors, ce qui était intéressant, ce que je vais vous montrer, c'est que lorsque vous le faites de cellule à cellule, vous voyez qu'effectivement, on voit bien que sur le potentiel d'action qui est mesuré, donc la durée en fait que va mettre une cellule à se dépolariser, à se repolariser, on a effectivement un QT qui est plus court sur ces cellules qui proviennent de ces patients avec cette maladie génétique par rapport ou à des sujets ou à la version corrigée de cette maladie avec de l'édition génique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il n'y a pas du tout d'arythmie. Et ils ont fait plusieurs manipulations et pour montrer que dans tous les cas, ils n'arrivent pas à obtenir d'arythmie cardiaque. Voici ici ce qu'on obtient lorsqu'on fait exactement la même chose, mais on met ces cellules en fait sur un substrat qui permet en fait d'avoir maintenant plusieurs milliers de cellules qui s'enchaînent entre elles. Et donc vous voyez, donc je vais refaire le film, et vous voyez bien qu'il y a des spirales qui viennent de se former, ce qui est totalement anormal. Donc vous avez en fait ici un influx qui part d'ici et qui doit traverser le tissu, et vous avez ici ce phénomène de réentrée et d'arythmie qui vient d'arriver, où finalement ce fait que d'avoir cette mutation sur le QT court va se traduire par des anomalies de la transmission électrique de tissu à tissu. Et ça, c'est le premier modèle qui permet de mimer ces arythmies par réentrée qui sont très fréquentes dans la population et pour lesquelles jusqu'à présent on n'avait absolument aucun moyen de pouvoir les étudier. Donc vous voyez, ça c'est vraiment typiquement là, un apport d'un organoïde en monofeuillet de cellules et qui permet de mimer ces arythmies. Deuxième exemple, on va passer maintenant sur la contractilité. Donc ça c'est ce qu'on développe au laboratoire en collaboration avec mon ancien labo à Mount Sinai et Kevin Costa, qui est un ingénieur, un bio-ingénieur. L'idée, c'est maintenant d'essayer de créer des fibres. Alors, on appelait ça... Alors, pendant longtemps, on n'a pas dit organoïde. C'est une erreur parce que par rapport à la science et au reste des autres domaines, finalement, ça nous séparait, même quand on tapait les termes PubMed. On appelait ça, en fait, des tissus cardiaques humains ingénierés. Mais en fait... vous voyez que l'idée va être d'avoir des petits moules qui font 1 centimètre avec 2 petites attaches ici. Et on va venir couler, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un conglomérat de cellules, donc de cardiomyocytes, avec des fibroblastes et du collagène et du matrigène. Et vous voyez qu'en à peu près 10 jours, ces cellules vont se compacter et former cette fibre qu'on voit ici au fur et à mesure, se former de plus en plus dense, de plus en plus noire, et ces tissus se mettent à battre. Et ils vont se mettre à battre entre ces deux attaches et ils vont se mettre à les attirer. Donc en fait, ici c'est juste de la microscopie pour vous montrer en fait que il y a un corps en fait de cardiomyocytes qui se mettent au milieu. Il y a une fibre, une chape de collagène qui se met autour pour la maintenir. Et c'est comme ça que le système se met à se contracter. Donc voici la façon dont ça va se présenter. Vous avez en fait un système où on peut bien sûr enregistrer les mouvements de notre fibre et qui là va être un système très intéressant d'analyse de la contractilité et de la relaxation. Donc cette fibre se met à battre spontanément. On peut aussi l'électro-entraîner, donc avec un système électrique, on va pacer le système dans le bain et donc imposer des rythmes et des cadences de contraction.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que le niveau de déformation en fait de ces postes dont on contrôle la rigidité va se traduire par et donc par une équation mathématique simple, par le développement d'une force. Et le développement de cette force va être en contraction, la plus dPdt, ou en relaxation. Et donc ça devient un modèle très original d'analyse des forces de contraction et de relaxation cardiaque humains en dehors de l'organe et par le biais de ce petit tissu de cet organoïde. Donc vous voyez que ça répond en fait à une stimulation bêta-adrénergique, ici une réponse à l'isoprotérénol. Et donc ici un papier qu'on avait fait il y a 4 ans en utilisant ce système-là, où on est cette fois-ci parti de cellules souches pluripotentes induites de patients avec une mutation qui est associée à une insuffisance cardiaque par cardiopathie dilatée, ce sont des mutations au niveau du phospholamban. Et on avait en fait donc la forme mutée et la forme corrigée par de l'édition génique par Tecrar. Et vous voyez qu'on a fait une comparaison directe. On n'arrivait pas vraiment à montrer l'impact de cette mutation. Par cette technique-là, on a vu que l'impact premier, c'est une hypocontractilité qui, cette fois-ci, peut être très, très nettement mimée. Vous avez ici en rouge les forces de contraction et de relaxation qui sont développées par le tissu mutant. Vous avez en fait la forme corrigée en noir, qui est même d'ailleurs plus efficace encore que la forme provenant d'un sujet sain qui n'avait pas la mutation, ce qui est assez intéressant. Alors, dernière partie maintenant, c'est est-ce qu'on peut aller encore plus loin et au-delà de la fibre, est-ce qu'on pourrait imaginer aller jusqu'à la chambre? C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré à l'heure actuelle est très intéressant pour mimer et produire des paramètres essentiels du cardiomyocyte, sa contraction, sa relaxation, sa conductivité électrique, et donc potentiellement les arythmies. Mais rien de tout ce que je vous ai montré ne pompe, rien n'éjecte. Or, le cœur, c'est bien sûr ça, sa première fonction, c'est éjecter. Pourquoi il y a des diapositives? Je suis désolé, de temps en temps, les diapositives passent toutes seules. Je suis navré, c'est pour ça que je reviens. Alors, là, c'est bien sûr bien plus compliqué parce que pour pouvoir éjecter, il faut qu'on imagine de pouvoir avoir cette structure musculaire. On a vu qu'on était capable finalement maintenant d'avoir une source cellulaire, une architecture et de pouvoir en faire quelque chose qui peut se contracter. Mais il faut valver. Il faut valver parce qu'il faut maintenir justement la pression et ensuite avoir une éjection, puis ensuite éviter un retour du volume éjecté à l'intérieur de votre cavité, que tout stagne. Donc c'est un vrai système de circulation qu'il faut réussir à réinventer. Et pour pouvoir avoir, ici j'ai remis le b.a.-ba de la systole et de la diastole et de l'éjection et du développement de la pression. Alors ça, est-ce que ça paraît être totalement illusoire ou est-ce que c'est potentiellement faisable? Eh bien, en fait, la première chose qui est absolument formidable, c'est ce film qui vous explique que toute cette organisation en chambre, c'est pas 4 chambres qui sont venues se coller les unes aux autres, c'est en fait un grand tissu musculaire qui est en fait avec une double hélice et qui vient s'enrouler de façon à former ces chambres. Alors, je vais reprendre le film. Ici, en fait, on va venir couper, donc ça c'est un cœur de cochon, mais c'est exactement la même chose chez l'homme, entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Et en fait, vous allez voir, le technicien va venir dérouler, en fait, ici le ventricule droit, puis on arrive donc en fait sur ce qui reste ici au milieu, sur le ventricule gauche, le septum, et vous voyez qu'en fait, il y a pardon, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, il y a un système en fait de double hélice qui permet la formation du ventricule gauche. Donc, vous voyez, voilà, pardon, ici, voilà, le ventricule gauche va être fait, et puis ici, par un mouvement de détorsion, vous allez voir, vous dites ici, il y a une cavité, il y a une chambre. Ben non, en fait, il suffit, voilà, de tordre, en fait, de repasser ici, et ce n'est tout simplement qu'un morceau en entier. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je vais vous montrer à partir d'ici. Voilà, voilà. Vous vous retrouvez, en fait, avec une bande musculaire qui est juste, en fait, avec une double torsion à reformer votre ventricule droit et votre ventricule gauche. Donc ça, c'est très intéressant. Je dois vous avouer que je vois quelques regards sur mon petit écran de contrôle à côté. Je dois vous avouer que moi-même, en tant que cardiologue, j'ai découvert ce papier il y a peut-être 7 ou 8 ans. Je ne le savais même pas. C'est quelque chose de très intéressant parce que je l'ai découvert justement par le milieu de la bioingénierie, parce que fondamentalement, quand les gens se posaient la question de comment refaire une chambre, ils pensaient à la chambre.
Mais si vous pensez maintenant que finalement, il suffit de créer une grande bande de tissu et ensuite lui donner la forme qu'il faut, vous comprenez bien qu'on a beaucoup avancé et qu'on va pouvoir retourner vers une chambre de manière beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace. Alors, voici ici donc des papiers beaucoup plus récents qui s'intéressent à ça. Premier papier, en fait, qui n'est pas tout à fait de l'organoïde, vous allez comprendre pourquoi, mais qui va être très important pour la suite. C'est essayer de mimer ce qu'on vient de voir par le biais en fait de l'impression 3D, de façon à reformer en fait cette forme du ventricule gauche, mais ici sans cellules, uniquement avec du silicone. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, quand ils ont fait en fait ce premier papier, leur objectif, c'était de former comme une espèce de coque à l'intérieur duquel viendrait en fait le ventricule gauche et serait placé le tissu cardiaque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, ils ont commencé en fait, vous voyez, à inventer un système de printing circulaire et qui va avoir en fait ce modèle qu'on voit ici en fait de rotation et de contre-rotation de façon à recréer en fait ce mouvement naturel qui est observé au niveau du ventricule gauche. Alors ça a été poussé justement ensuite à son paroxysme dans ce qui est pour l'instant l'exemple d'organoïde cardiaque le plus avancé, qui est au MIT, et qui donc en fait va se baser sur exactement la même conception, mais cette fois-ci va cellulariser cette architecture faite, donc vous voyez, avec de la gélatine et puis un autre composé qui s'appelle le poly-K-prolactone. L'idée étant d'avoir quelque chose qui va être compatible avec une croissance cellulaire dessus, et c'est là leur première étape. La première étape a été déjà de refaire la géométrie en fait ellipsoïdale de la chambre et de recréer une architecture sur laquelle les cellules vont pouvoir venir et vont pouvoir avoir un alignement qui va refaire une contraction efficace. Et la façon dont ils ont fait ça, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien et si ça passe bien, c'est en fait en inventant, c'est finalement la vieille bobinette de la grand-mère. C'est ce système en fait d'enroulement ellipsoïdal des fibres autour de ce petit collecteur ici. Et en faisant ça, vous voyez en dessous qu'on obtient en fait une structure qui ressemble et qui mime beaucoup en fait la structure intérieure du ventricule gauche. On l'a ici en statique, ici en dynamique. Je vais la remettre. Et qui rejoint en fait ce mouvement circulaire comme on l'a vu auparavant, de torsion et de détorsion. Alors, ça crée en fait, vous voyez, une chambre qui va être environ de 500 microlitres. Alors, ça peut paraître peu parce que c'est 1/250e de l'homme, mais c'est 2 fois le rat. Donc, vous voyez qu'on est déjà finalement sur quelque chose qui est déjà intéressant par rapport à ce qu'on obtient en termes habituels chez l'animal. Par contre, bien sûr, l'une des limites à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'excessivement fin et de fragile, puisque vous voyez que la paroi ventriculaire va faire à peu près 0,1 mm, ce qui est donc 1/10 de ce qu'on a chez le rat et 1/100e de l'humain. Mais vous voyez une première façon de progresser. Alors, bien sûr, ce qui a été très intéressant ensuite, c'est qu'une fois qu'ils avaient cette structure, ils ont été mettre des cellules dessus. Et donc, ils ont été mettre soit des cardiomyocytes de rat, ou alors des cardiomyocytes dérivés de cellules souches pluripotentes induites humaines. Et vous voyez que ces cellules se développent sur cette matrice, se mettent à battre et se mettent à contracter. Et alors, si vous regardez en fait ce petit schéma ici, si vous regardez bien, je vais le remettre, vous voyez que ça se met à éjecter puisque ça bouge. Et je dois vous avouer, effectivement, quand vous le faites au laboratoire et que vous mettez ça dans votre cellule, dans votre boîte de pétri, ça fait comme une espèce de méduse. Comme c'est pas valvé, ça va éjecter et ça va bouger à l'intérieur en fait de votre boîte de pétri, puisqu'il y a une éjection qui se forme à chaque contraction. Ce qui est aussi absolument formidable et qui n'est pas vraiment compris à l'heure actuelle, c'est vous voyez que cette contraction n'est pas totalement anarchique. Elle se fait de manière spontanée. Si vous prenez uniquement les contractions qu'on a chez l'homme, vous voyez bien qu'on est sur des contractions aux alentours d'une 60aine de battements par minute, donc ce qu'on observe vraiment chez l'homme. Et il y a une organisation de cellule à cellule qui permet à ces cellules de contracter de manière à peu près homogène.
Alors voici ici donc des marquages pour vous montrer cette striation et cette organisation en fait de ces cellules à l'intérieur de cette matrice. Donc ça suit la logique de ce qu'on vient de voir. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est ça. Lorsque maintenant vous allez essayer de valver en fait ce système et donc de voir les volumes éjectés, eh bien on commence à avoir effectivement de l'éjection pression-volume. Bien sûr, ces systèmes sont capables d'éjecter et on est capable du coup d'en déduire une fraction d'éjection. Alors ici, donc vous voyez que la fraction d'éjection elle est de 1% pour le rat, et lorsqu'on met l'humain, c'est 0,2%. Alors je vous rappelle que la fraction d'éjection normale humaine, elle est de 60%. Donc forcément, ce papier a été très critiqué en disant qu'on était vraiment très très loin de pouvoir reproduire ce qu'on observait chez l'homme. Mais ce qui est important ici, c'est un papier qui a été publié l'année dernière, c'est bien sûr une étape très importante dans le développement d'une chambre et d'un organoïde qui va mimer la chambre cardiaque. Vous voyez qu'on est effectivement encore loin, mais ici on était sur 1/100 d'une épaisseur de paroi humaine, donc c'est pas illogique qu'on n'ait pas une fraction d'éjection, une compétence systolique qui soit identique à ce qu'on aurait chez l'homme. Et puis, bien sûr, ce qu'ils ont proposé, c'est maintenant de commencer à compiler ces couches ensemble et de le faire dans ce qu'on va appeler les bioréacteurs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début en introduction, c'est-à-dire de commencer à avoir un système qui va permettre de vraiment avoir de la circulation, avec cette fois-ci, vous voyez en fait une circulation entrante, une circulation sortante, un cathéter de mesure ici des pressions et des volumes. Et donc, le système devient maintenant en chambre fermée et est capable de faire un système circulatoire, comme on va avoir, vous voyez, avec valve. Et donc, on va avoir un système de contraction isovolumique, une éjection, une relaxation et un retour à la base. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui commence vraiment à mimer ce qu'on observerait sur une chambre cardiaque. Alors, pour finir, 3 ou 4 diapositives sur quelles sont les applications. Alors, première application, je vous l'ai déjà en fait un peu montré, c'est vraiment la modélisation des maladies humaines sur 2 éléments essentiels qui nous intéressent, qui sont les anomalies rythmiques et les arythmies cardiaques, 2, la contraction. Mais on peut aller plus loin, et on peut aller plus loin ici, donc avec ce petit modèle que je viens de vous montrer sur ces petites chambres. Ils ont essayé de voir s'ils pouvaient faire de l'infarctus du myocarde. Il y a un papier qui a été publié la semaine dernière dans l'un des sources journaux de Nature, exactement de même type, où l'idée c'est de commencer en fait à pouvoir jouer sur la teneur en oxygène et l'apport en oxygène de ces chambres qui ne sont pas vascularisées à ce stade. Il n'y a pas de petits vaisseaux qui sont dessus, il n'y a pas de cellules endothéliales, et de pouvoir créer en fait des dysfonctions. Et donc c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont fait du trou. Ils ont mimé en fait comme s'il y avait du trou, et c'est remplacé par de la fibrose. Donc c'est exactement ce qu'on va observer dans l'infarctus du myocarde. Et ils montraient en fait que ces trous étaient une façon de générer de la dysfonction et un support de façon à pouvoir en fait mimer les arythmies induites en post-infarctus. Deuxième application, le drug testing. Alors, il y a un grand mouvement, bien sûr, des industriels pharmaceutiques qui, vous savez, dans le domaine de la recherche cardiovasculaire, c'est pas un secret. On a une recherche qui shift de l'animal vers des choses plus humaines, de façon à pouvoir se rapprocher de la fonction de l'homme. Ça, c'est un papier publié récemment aussi, où à partir d'organoïdes cardiaques, comme je l'ai montré, une librairie chimique a été testée pour regarder un certain nombre de readouts en termes de fonctionnalité, donc en termes de contraction et de relaxation, ou en termes aussi de prolifération ou de régulation métabolique. Vous voyez qu'on commence à utiliser ces outils maintenant, pas comme une vérité de l'homme, mais au moins comme un modèle qui nous permettra d'obtenir un certain nombre d'informations et de paramètres mesurés au plus proche de l'homme pour ensuite aller et identifier de nouvelles voies thérapeutiques. Donc c'est vraiment ça la grande application et le grand espoir. Et puis je vais aller à l'application 3 pour finir, qui finalement de manière un peu paradoxale était l'initiative et l'intérêt initial dans ces organoïdes cardiaques, mais qui finalement pour l'instant est un tout petit peu en retrait. C'était de pouvoir recréer du tissu de façon à le réimplanter, d'en faire une vraie thérapie en tant que telle. Alors, vous voyez, le principe ici, ça avait été développé ici par 2 personnes allemandes, Thomas Enschenhagen et Wolfram Zimmermann, qui ont développé des formes un petit peu, on appelle ça des espèces de calamars battants, ou des espèces de formes, en fait, cette fois-ci, d'anneaux battants qui pouvaient être multiplexés et mis ensemble de façon à pouvoir recouvrir, par exemple, une zone non contractile au niveau du cœur. Le problème de ça, donc, c'est que finalement, comme je vous l'ai montré,
Développer ces structures devient maîtrisé et devient maîtrisable par le biais des structures cellulaires, de l'ensemble des techniques de bioingénierie associées. Les organiser entre elles devient aussi maîtrisable. La problématique, c'est bien sûr l'implantation de ces systèmes et leur tolérance, ou comment dire, la reconnexion avec le tissu sain. Et là, c'est beaucoup plus compliqué puisque c'est quelque chose que je vous ai montré au cours de mon topo. L'ensemble de ces tissus battent spontanément. Ils ont leur propre vie. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Il y a de toute évidence des cellules pacemaker qui sont capables de générer l'influx et de dire, voilà, battez spontanément. Mais finalement, ils ont aussi leur propre vie. Et donc, faire que ça puisse être rebranché à un organe et aux cellules et que les deux puissent s'entendre et semble être quelque chose qui est peut-être un petit peu un challenge. Donc, je pense que les premières applications de modélisation et de drug testing vont être probablement plus rapidement en termes d'organoïdes cardiaques sur le devant de la scène que ces applications-là, mais je peux me tromper. Voilà, donc je vais conclure pour vous donc dire que, comme dans d'autres domaines, eh bien, il y a un intérêt important de la communauté cardiovasculaire à être capable de créer des organoïdes cardiaques pour compléter nos outils d'étude de ces maladies. Je vous ai montré finalement que, à la différence peut-être, alors vous le verrez dans d'autres présentations, il y a beaucoup d'autres endroits où il y a une espèce de croissance spontanée en fait de ces organoïdes et une restructuration. Je pense aux organoïdes intestinaux par exemple ou des choses comme ça. Ici, dans le domaine cardiaque, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes stratégies. On est sur des stratégies plutôt de maîtrise des différents éléments et de repopulation au fur et à mesure. Donc, peut-être que ce sera l'une des questions que vous allez poser, mais effectivement, aujourd'hui, c'est très centré sur la contraction, sur le cardiomyocyte et le fibroblast comme support. La vascularisation de ces tissus reste un enjeu. Il n'y a pas encore de techniques qui permettent de partir de ces cellules souches, de les mettre dans un modèle de développement d'organoïdes et puis ce qui permettrait d'avoir vraiment une reproduction de cardiogénèse. Alors, il y a eu un papier publié pareil il y a à peu près 2 ou 3 mois qui essaye de faire ça, mais c'est très imparfait, remimer la cardiogénèse de l'état de l'embryon de façon à refaire ces formes en quatre chambres. C'est pas tout à fait les choses vers lesquelles les gens vont à l'heure actuelle, mais ce sera peut-être l'une des choses futures. Voilà, je vais finir en remerciant donc l'ensemble des équipes, que ce soit au niveau hospitalier ou au niveau de l'équipe de recherche au parc, bien sûr nos institutions de soutien, et puis l'ensemble des personnes qui financent ces programmes ambitieux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.